Hier, j'ai ramené ça à la maison. Aujourd'hui, et très brièvement, je suis mon arrière-grand-mère. C'est le hasard, les deuils, les maisons qu'on vide. Tu prends ci, tu prends ça, les papiers, les photos, on les garde ensemble. Comme ça, c'est mieux de ne pas les disperser, puis on va scanner. Puis forcément, tu te remets à travailler beaucoup intérieurement. Et puis là, qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans, parce que même chose, même hasard, il arrive dans son cadre, un beau cadre. Ils avaient dû mettre de l'argent pour les petites dorures, les moulures. Mais ce tableau reste, je le connaissais de l'enfance. Et même dans les années qui ont suivi, il était toujours chez mes grands-parents. Puisque, justement, c'est le portrait de mon arrière-grand-mère, de Vendéenne, de Saint-Michel-en-Lerme. On voit le tablier bleu, les vêtements noirs, évidemment. De toute façon, c'était une vie où dans les villages, tout le monde était un peu en noir, et particulièrement, évidemment, si c'était dans une situation de veuvage, la coiffe, c'est pas des coiffes folkloriques, mais c'était là aussi. Toujours cette bouche, mais ça, je pense que à l'époque, tu te préoccupais pas trop. Quand, avec l'âge, t'as les dents qui tombent, et puis elle voyait mal, ça, je vais en parler. Le trait dur du visage, je reconnais aussi le visage de mon propre grand-père dedans. Je n'avais jamais vu l'arrière. C'est fait à la traditionnelle. La toile collée sur son châssis, et puis 2, 4, 8 petits clous tordus à la main avec leur petit bout de rouille pour maintenir le châssis dans le cadre. Un petit crochet pour le mettre au mur. Est-ce que nous, on met au mur des choses ? À la limite, peut-être que mes deux frangins me l'ont laissé parce que nos murs sont constitués différemment. Même moi, les œuvres des copains plasticiens, je les garde plutôt dans des grands cartons. J'en ai parlé, des cartons à dessin, c'est bien protégé. Puis, quand au besoin, j'ouvre les cartons, je recherche, puis je la touche, ça se tripote, c'est une matière plasticienne. Comment c'est fichu sur une toile. Je savais pas donc que, par exemple, c'est écrit juste ici, maman. Et donc, maman, tout le monde peut dire ça, a priori. Si c'est pas signé, qui a écrit maman? Donc le fait que ce soit écrit maman, c'est forcément mon grand-père paternel, Eugène. Par Yvon Massé, 1945. Donc, bon Eugénie Baudin, mon arrière-grand-mère, née en 1873, décédée, je m'en souviens, en 1964. Moi, j'étais en 6e. Donc, en 1945, elle avait 45 plus 27 ans. Vous faites ça? 65, 72. Elle avait 72 ans. Oh là là. Encore un autre élément qui surgit par la vidéo, c'est quasiment l'âge auquel moi je vais bientôt arriver, même si c'est pas encore tout à fait le cas, mais je n'avais pas pensé à ça. Comment l'âge pour eux de leur génération est différent de l'âge pour ceux de notre génération. Encore que moi aussi je fasse beaucoup de tricot chaque jour avec mon micro, mon appareil photo, et parler, raconter une petite histoire. Donc, le prix du cadre, 5 francs. Maman par Yvon Massé. J'ai aucun autre élément sur ce Yvon Massé. En 1945, c'était encore une époque où, dans nos villages de Vendée, il y avait beaucoup ce qu'on appelait de réfugiés, ces gens transplantés. Par exemple, je vais raconter ça. Georges Simenon venait prendre de l'essence le matin, toute cette période où il était entre l'Aiguillon-sur-Mer et puis Hénande, près de La Rochelle, enfin le patelin où il était là-bas. Alors ce Yvon Massé, est-ce que c'était comme ça quelqu'un de transplanté qui était là?
pas quelqu'un encore qui venait pour les vacances à l'époque. Il n'y avait pas ça, les vacances. Pourquoi ce monsieur peintre avait élu mon arrière-grand-mère, moi j'existais pas encore, elle n'était pas encore arrière-grand-mère, comme modèle, comme femme assise dans un coin et tricotant. Il y a déjà la couleur brune. Alors évidemment, c'est une toile, est-ce que ça a valeur, une toile comme ça? C'est-à-dire, si je la mets avec un peu de déformation, peut-être que les mains vont redevenir, mais ce Yvon Massé n'était pas un peintre de mains. Elles sont trop petites, il n'y a pas de perspective, elles sont trop schématiques et ça abîme. C'est une toile qui évidemment n'a de valeur que si soi-même on y place quelque chose d'affectif. Est-ce que même j'ai de l'affectif par rapport à cette vieille dame? Mes souvenirs, donc quand je passe à Saint-Michel-en-Lerme, je reviens toujours. Il y a la place de l'église, il y a toujours la pharmacie, il y a toujours Louis Ardouin, le quincaillier. Louis Ardouin n'est plus, mais c'est la famille Ardouin qui y habite toujours. Il y a la vieille abbaye, je connais les gens qui s'occupent de l'abbaye, et puis le garage du grand-père. Maintenant, c'est des gens qui garent leur voiture, en gros. Donc il y a toujours ce vieux portail bleu, il n'a jamais été repeint, il s'écaille et tout ça, mais moi j'y vais tout près, je le photographie tout près, je touche la poignée du portail bleu, mais je ne l'ai jamais vu ouvert, j'ai jamais pu entrer. Et la maison d'habitation, j'ai été voir, on remonte par un petit passage, j'ai regardé par le mur, mais bon, c'est tout coquet, c'est tout réarrangé, c'est plus du tout ce que c'était. Vous vous rendez compte, 1964, quand on est parti, que j'étais en 6e, c'est loin, 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 loin dans le temps. Et donc, il y avait le garage en vertical comme ça. Au fond, il y avait ce que mon grand-père avait bâti avec une charpente plus moderne dans les années 60, comme ça aussi, où il y avait les machines, la carrosserie, un gros tour, on y montait par un petit escalier. Et puis la maison d'habitation était le long, comme ça. Et il y avait une cuisine, comme c'était en pente, c'était un peu en hauteur, toute petite cuisine. Derrière, c'était la buanderie, avec encore ce gros tube en zinc pour faire le linge. Devant, il y avait la boutique avec son bec de canne, hein, Jean Rouault, qui connaît le bec de canne. Et là, évidemment, il y avait ma grand-mère avec sa machine à écrire, que j'ai là aussi, que j'ai ramené, même deuil. La comptabilité, et puis servir l'essence. Si c'est le mélange de temps pour les mobylettes, c'est à la main, comme ça. Un petit couloir qui donnait à ce qu'on appelait la cuisine. C'était une pièce donc en contrebas, avec de la lumière qui venait par la cour, mais très peu. Et puis cette porte jaune. Et ça, pour moi, c'est le souvenir fondateur. C'est-à-dire, si tu ouvres la porte jaune, tu débouches dans le garage. 3 marches. Puis le pont élévateur, les compresseurs, l'odeur des pneus, les pots d'échappement, les voitures neuves, le vieux Dodge, etc. C'était tout petit, mais c'était un monde. C'est pour ça que j'ai toujours eu de la réticence. Ouais, c'est qui a écrit sur l'usine, qui a écrit sur... Non, on n'écrit pas sur. Moi, ma source littéraire. Et c'est pareil, donc. Et c'est pour ça que je parle cette vidéo avec mon arrière-grand-mère comme Proust avec sa tante Léonie. C'est Marcel Proust qui nous ouvre cette porte. C'est-à-dire, toi, tu franchis la porte jaune de la cuisine sombre à l'espace du garage, et puis tout d'un coup, tu t'aperçois que tu es dans un lieu qui n'a pas de bord, pas de frontière. Tu sais plus, il n'est pas le garage tu ne rêves plus à t'en souvenir. Et puis cette porte, tu es devant, mais tu es de l'autre côté. Et puis tout d'un coup, elle s'ouvre, et c'est la silhouette de Marcel Proust qui est là. Il ne parle pas, évidemment, il est mort. Les morts ne parlent pas. Et Proust te fait juste ce geste élégant d'entrée. Tu rentres dans la pièce sombre et tu la vois, l'arrière-grand-mère. Elle avait plus de lunettes à l'époque, depuis longtemps. Mais elle avait toujours le sarrau bleu, toujours l'habit noir, toujours la coiffe. Et les yeux étaient devenus aveugles. Avec mon frère, chez qui hier j'ai récupéré ça, c'était nos jeux. On courait, elle marchait dans la petite cour cimentée avec sa canne. Si je vous attrape, si je vous attrape. Donc, quand t'es enfant, c'est pas de la cruauté, non, mais
C'était un jeu avec l'arrière-grand-mère aveugle. Est-ce que je lui aurais posé des questions? Est-ce que j'ai quelque chose qui me souvient? Non. Par exemple, le dimanche, on l'amenait chez une de ses copines, Joséphine. La dernière fois que je suis allé à Saint-Michel-en-Lerme, Antonin-Crène, on y est passé dans cette rue. Et je l'ai revue, la maison, la toute petite pièce, aussi, avec trois marches pour entrer, une petite pièce en longueur. Je m'étais voir ce qu'il y avait derrière. D'où était cette Joséphine, la copine de ma grand-mère. Une fois par an, elle venait aussi manger, un dimanche. Et les deux, qu'est-ce qu'elles se racontaient? Est-ce que moi, ça me servirait aujourd'hui, ce qu'elles pouvaient se raconter, ces deux femmes? Est-ce que j'ai des documents écrits de cette femme? Non. Est-ce qu'elle savait lire et écrire? Probablement. Parce qu'elle avait été épicière un petit temps dans le village. Puis son mari était le tailleur de pierre. Au-delà du tailleur de pierre, c'était dans l'île d'Oléron. Il fabriquait des paniers d'osier, les paniers pour envoyer les bourriches d'huîtres chez les riches à Paris, etc. Mais il a eu 9 enfants, celui-là. Il a bien fallu qu'il y en ait qui partent zouaves, pas de traces, ou qui partent sur le continent. Et là, il y a des traces, dont mon grand-père et son frère. Donc forcément, l'apprentissage du lire-écrire, c'était déjà acquis pour eux, même si dans le côté maternel, là, il y avait beaucoup plus d'instituteurs, etc., donc deux traditions différentes. Mais j'ai aucun document écrit qu'elle ait laissé, ni lettre, ni quoi que ce soit. J'ai aucun souvenir d'enfance, de choses qu'elle ait pu me raconter. C'est pour ça que je dis que c'est très étrange de voir à distance comment le fait d'être aveugle est placé dans ce coin où finalement nous-mêmes, elle était là. On avait ce devoir de garder les personnes âgées à la maison et pas dans les EHPAD. Sinon, j'aurais pas récupéré ce tableau hier. Par-delà un grand fossé de temps. Et c'est toutes ces choses-là qui tout d'un coup rebrassent, qui font que je me dis, tiens, si je la garde un peu là, dans mon bureau, là, on la reverra plus sur les vidéos, mais elle sera pas loin, là, au-dessus des étagères, quelque part. Mais comme ça, elle sera avec moi quelque temps. Qu'est-ce que j'ai manqué? Et où c'est pas forcément moi qui ai manqué, mais quelque chose qui ne pouvait pas s'établir. Alors elle tricotait. Comme elle était aveugle, c'est de la grosse laine brune. Les couvertures étaient souvent trapézoïdales. Donc c'était toujours pour quelqu'un, la couverture. Donner une couverture, c'est symbolique. Tu protèges, tu réchauffes, tu honores, tu fais cadeau. Une naissance d'un enfant, tu offres une couverture. Mais elle, ces couvertures trapézoïdales de la vieille aveugle, il y avait une espèce de poêle, mazout. Et elle était assise aux côtés du poêle. Qu'est-ce que ça pouvait faire dans une chaise en bois, avec de la paille dessus? Je pense que c'était sa chaise. Ouais, je me souviens, elle avait un billot sur ses pieds. Les gens étaient petits encore à l'époque. C'était quoi? C'était un tronçon d'arbre scié. Et ce billot, longtemps après, chez mes grands-parents, il est toujours resté. Tu vas pas aller jeter le billot qui était sous les pieds de ta mère. Léo, son billot. Elle avait un panier à ouvrage aussi, avec un œuf à repriser. J'aimais bien toucher l'œuf à repriser. Est-ce que c'était à elle? Est-ce que c'était ma grand-mère qui s'en servait? Elle pouvait faire que ça, tricoter. Quand elle mangeait, bon, il y a le fait de ne pas avoir de dents, etc. C'est étrange tout ça, comment on traite les corps, ou comment l'image sociale du corps a pu changer, être bouleversée en un demi-siècle. Et c'est ça qui fait drôle, que toi-même tu sois issu de ce saut de l'autre côté de plus d'un demi-siècle, décédé en 1964. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Après, on les détricotait, les couvertures. On en refaisait un écheveau avec la laine. Et les chevaux, on le lui redonnait pour qu'elle refasse une autre couverture, de plus en plus trapézoïdale. Elle mettait de plus en plus de temps à passer avec sa canne de la cuisine jusque là où elle avait sa chambre. Je me souviens de la chambre, une grosse armoire. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je ne sais pas. Voilà. Aujourd'hui, cette vidéo avec mon arrière-grand-mère. Il reste autre chose. Aveugle. À l'époque, ça aussi, tu prends une chose comme ça, ça fait partie des caractéristiques. Aveugle. Je suis là.
Codicille, codicille. J'aurais pu commencer par là. Yvon Massé, il a existé. Nom du peintre, Massé Yvan, école française, date 1892-1957. Donc ce gars qui était né, qui avait 20 ans de moins qu'elle, il était né 1860, il était né en 1892, elle en 1873. Bien, il est mort 7 ans avant elle, en 1957, quand moi j'avais 4 ans. Biographie, peintre, professeur de dessin d'art au lycée de Bayonne, études artistiques à Paris, École nationale des arts déco, puis à l'École nationale des beaux-arts. Peintre académique, il a laissé de nombreuses gouaches, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, officier de l'instruction publique. Voilà. Yvon Massé, qu'est-ce qu'il faisait à Saint-Michel-en-Lerme en 1945? Pourquoi il l'a choisi? Comment il l'a fait poser? Mon frangin, Jacques, au fait, c'est pour ça peut-être qu'il y a eu cette autre toile avec un pont là, dans le Pays Basque. Peut-être qu'il en a fait cadeau parce que, justement, il venait du Pays Basque. Si, il enseignait le dessin à Bayonne. C'est bizarre d'enseigner le dessin, de faire des mains juste comme ça. Fin du codicille.